Étienne Herbinet, je vous remercie d'avoir accepté de venir jusqu'à nous pour cette interview. Et nous sommes très heureux de vous rencontrer et d'avoir vos souvenirs, votre appréciation sur ce qui s'est passé en France dans le domaine de l'accueil du nouveau-né dans les années 1970. Avant d'arriver à ces années décisives, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre formation, sur le choix de l'obstétrique dans votre carrière? Oula. Bah, j'ai fait l'obstétrique un peu par hasard, puisque juste au moment où je venais d'être nommé interne en 68, j'ai fait un dernier stage d'externe en obstétrique, avec ce prétexte, si on peut dire que si j'étais appelé un jour dans un avion en disant est-ce qu'il y a un médecin dans la salle pour un accouchement, ben, je ne saurais pas du tout faire. Et puis voilà, je suis parti à la coopération après, en 69. À quel endroit? À Tunis. À Tunis, à la coopération au centre anticancéreux de Tunis. Et au retour, j'ai refait de l'obstétrique et puis de la chirurgie. Et finalement, j'ai trouvé là quelque chose de très particulier, avec surtout des gens qui n'étaient pas malades. Parce que j'avais un peu du mal à supporter les gens malades dans mon métier de médecin, ce qui est un peu bizarre, mais... À propos de Tunis, vous n'avez pas eu l'occasion de voir ou de faire des accouchements? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Si, une fois. Si, une fois, j'ai fait une césarienne pour placenta prévia, c'est-à-dire un risque de saignement important, dans des conditions épouvantables, sans aspirateur. J'en ai gardé un très mauvais souvenir. Dans la campagne ou à Non, à l'hôpital. l'hôpital? Un des hôpitaux de Tunis. Ah oui. Donc, Bon, mais... vous n'avez pas été intéressé par la manière dont les accouchements traditionnels se déroulaient? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Finalement, je n'ai été intéressé par des choses qu'on peut appeler un peu marginales, qu'après l'internat et après avoir appris mon métier pratiquement. Avant, je n'avais pas le temps de m'y intéresser. Il y a tellement de boulot pour apprendre son métier que... Oui. Donc vous êtes resté un an à Tunis? Plus que ça, 18 mois, je crois. 18 mois. Et quand vous rentrez en France, vous êtes dans quel hôpital? Alors, quand je suis rentré en France, je suis retourné à Baudeloc, à la maternité de Port-Royal, pas Baudeloc, Port-Royal. Et comme on n'avait pas de logement, on habitait avec mon épouse en salle de garde à Cochin, de l'autre côté de la rue, Saint-Jacques. Qu'est-ce qui était le chef de service à Port-Royal à ce moment-là? C'était Varango. Varango. Et Orion était agrégé à cette époque-là. D'accord. Et donc vous sortez, enfin vous terminez votre internat en quelle année, si vous vous souvenez? 74. 74. Donc, et là, vous êtes donc engagé où alors? Alors, après 6 mois de battement où j'ai fait une recherche biochimique, j'ai été chef de clinique à Baudeloc. À Baudeloc, chez Lepage, professeur Lepage, pendant 2 ans, puis 2 ans, puis 1 an à Saint-Vincent-de-Paul. Alors là, ça nous met en 75. Alors, Baudeloc, c'était 75-76. Et Saint-Vincent-de-Paul, c'était 77 et une partie de 78, je crois, mais je ne me souviens plus exactement. Oui. Et ensuite, vous allez à Auxerre. Oui, 79. 79. Et vous y restez jusque 85. jusqu'en 85. Et ensuite, en 85, vous allez à Romans. Oui, dans la Drôme.
Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais enfin, c'était à cette époque, il y avait une suppression des chefs de service. C'était ce qu'on appelait la départementalisation. Bon, enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Non, ça n'a pas tellement d'importance pour nous. Et là, vous allez exercer à Romans jusqu'en quelle année? Ouais, jusqu'à ma retraite, mais j'ai changé de métier à Romans. Oui. J'ai changé de métier. Donc, 85-91, j'étais à la maternité, où j'ai essayé de travailler comme ce qu'on me faisait à Auxerre, mais où il y a eu telle résistance que ça n'a pas marché. Et j'ai arrêté parce que je ne pouvais pas supporter de faire une obstétrique complètement en désaccord avec ce que je sentais, ce que j'avais vécu. Donc j'ai arrêté, j'ai changé de métier, j'ai fait de l'informatique. Plus à l'hôpital alors? Si. Ah bon? Informatique médicale à l'hôpital. Ah oui. Dans le cadre du DIM. Oui, mais un DIM un peu particulier, Département d'informatique médicale. Puisqu'avec un collègue infirmier, on a entièrement écrit, c'est complètement hors sujet, mais on a complètement écrit le système d'information médicale de l'hôpital de Romans, ce qui a été tout à fait passionnant. Complètement différent, mais très passionnant. Donc, vous avez continué à être salarié Ah par oui, l'hôpital, oui, c'est ça? oui. Comme praticien hospitalier? Ah oui, oui. Oui, c'est intéressant. Donc là, jusqu'à votre retraite, donc vous ne savez plus très bien que vous avez pris votre retraite. Enfin, 2006, je crois. D'accord. Bon. D'accord. Bon, alors, évidemment, je ne sais pas, dans vos études, bon, je ne sais pas, peut-être en remontant plus haut, avant que vous entrepreniez les études de médecine, qu'est-ce qui vous a, je ne sais pas, intéressé, impressionné dans ce que vous voyez du monde autour de vous, de ce que votre profession signifiait? Est-ce que vous pouvez me dire des choses ou pas? Non, ce que je peux dire, c'est... Je n'ai pas du tout pensé à la question que vous me posez naturellement, mais à l'époque, on avait un externat très, très actif. C'est-à-dire, j'ai été nommé externe et on travaillait, tous les matins, on allait à l'hôpital faire notre boulot. Et j'ai souvenir d'un service de médecine, d'une grande salle commune où il y avait une vingtaine de femmes, c'était des femmes. Et j'avais été très, très choqué par le désarroi, on peut dire. Par exemple, que les racines de certaines femmes poussaient et qu'on voyait les racines. C'est-à-dire qu'elles étaient en position de faiblesse. Et ça m'avait déplu. La salle commune aussi, ça vous avait déplu? La salle commune, et ça aussi, le fait que de cette vulnérabilité liée à la maladie, que j'ai eu beaucoup de mal à supporter. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à m'occuper de gens malades et qu'en obstétrique, j'ai trouvé des gens qui n'étaient pas malades. Voilà. Mais quand même, si vous avez commencé des études de médecine, c'était bien pour vous occuper des gens malades? Non, je ne sais pas trop pourquoi j'ai fait médecine finalement. C'était un amour des sciences naturelles aussi, de la physiologie, du fonctionnement. Du fonctionnement, oui. Mais vous savez, on n'imagine pas ce que c'est que des gens malades quand on commence ses études de médecine. On ne sait pas ce que c'est. Non, on est bon en maths et en physique, c'est ça au départ? Oui, non, je n'étais pas très bon en maths et en physique. Il fallait pas pour réussir les premières... Fallait passer les examens, quoi. Oui. Voilà. D'accord. Et est-ce que je peux vous demander, vous avez grandi dans quelle région? Où j'ai grandi? Votre famille est originaire de... Paris. Paris. Oui. Donc, d'accord.
Aucune expérience de la souffrance humaine avant le début des études de médecine? Bon, ça dépend de quelle souffrance on parle. On Souffrance parle physique? de la maladie, Non, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Non, 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 non. On peut dire non. Non. L'intérêt pour la physiologie étant principal, quoi. Hein. Le fonctionnement de notre vie, quoi. Hein. Oui, j'étais très attiré par les insectes, par les sciences naturelles, l'entomologie, Fabre, l'entomologiste Fabre. C'est pas tout à fait la médecine, ça, quand même. Non, 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 mais c'est comme ça. C'est comme C'est une ça. série de hasards en quelque sorte aussi, Oui, oui. de rencontres. Le fonctionnement des choses, que ce soit un réveil matin ou un organisme, un insecte ou un corps humain. C'est la connaissance, quoi. Oui, la curiosité, la recherche. Je crois que je pensais pas que vous alliez me cuisiner sur sur tout ça. Puis bon, aussi il y a quand même quelque chose qui m'a c'est que à peu près vers la 4e, 5e année de médecine, j'ai repensé cette nuit. J'ai lu un bouquin de Grodek qui s'appelle Le livre du Sam et qu'à l'époque on trouvait sous le nom ça s'appelait Au fond de l'homme cela. Et c'est un livre qui m'a passionné mais qui m'a foutu par terre en même temps. Il m'a fait toucher du bois, je dirais le vrai moteur des choses. Et en même temps, il m'a foutu par terre, enfin il m'a déséquilibré parce que c'était justement mettre de côté tout ce qu'on m'apprenait à la faculté de médecine, tout le rationnel, tout le rationnel, oui. Et je trouvais là quelque chose qui était, je trouve, profondément vrai et déstabilisant par rapport à... Donc ça, c'était le premier symptôme, si on peut dire. Mais ça ne vous a pas empêché de continuer? Non, oui. Non, mais différemment. Est-ce qu'avant l'externat, tu avais une expérience de la clinique? C'est-à-dire, à l'époque où tu as commencé tes études de médecine, on allait à l'hôpital comme stagiaire oui, dès la première année. Hein. Oui, oui. Et donc tu as rencontré la souffrance dès le début. En général, lorsqu'on n'est pas habitué à la souffrance, comme tu sembles le dire, on est face à la souffrance dès qu'on entre dans une salle d'hôpital, quoi, avant même d'être externe. Oui, mais j'ai dû un peu scotomiser. Je me rappelle très bien, notamment dans le service du professeur Lenègre en cardiologie. J'en parlais avec mon épouse il y a quelques jours en disant l'extraordinaire qualité avec laquelle on était pris en charge, puisqu'on arrivait, je crois, à 8h30, on avait un cours magistral tous les jours de 8h30 à 9h30. Ensuite, je mangeais mon sandwich. Et ensuite, on allait en salle et on avait un enseignement au lit du malade jusqu'à midi, tous les jours, comme stagiaire. Donc là, effectivement, je me rappelle d'un enseignement auprès d'un malade qui avait un rhumatisme articulaire aigu. Voilà, mais souffrance, douleur, non, je n'ai pas de souvenir. Mais ça me reviendra peut-être ces jours-ci, mais là, tout de suite, non. Et l'expérience de ces leçons de clinique, qui sont une grande tradition française depuis le début du 19e siècle, est-ce que ça vous a choqué quelque part de voir le malade pris comme un objet d'étude par tous les étudiants autour ça de m'a son choqué, lit? oui, ça m'a choqué, mais pas sous cette forme-là. Ça m'a choqué plus tard lors des visites, quand on était externe, par exemple, qu'il y avait la visite avec le patron, les chefs de clinique, les internes et les externes. Et j'ai absolument pas supporté ça. Et j'y restais pas. Je passais après la visite. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois de passer après la visite pour discuter avec le malade qui était complètement...
Impressionné par... qui ne savait pas ce qui s'était passé. Il avait vu un tas de gens, il ne savait pas ce qui s'était passé. Il avait plein de questions à poser. Personne ne lui avait répondu. Bon, mais je ne supportais pas ces visites. Et donc là, vous lui expliquiez ce qu'il avait. Oh, je ne me rappelle plus comment le détail, mais je sais qu'on discutait, oui. On discutait après. Et le patron, qu'est-ce qu'il pensait du fait que Il me vous voyait n'étiez pas là avec... Oh, oui. Quand j'étais externe, si j'étais forcé d'être là, puisqu'on avait un rôle actif. Mais quelquefois, non, on n'avait pas de rôle spécial. Quand c'était pas un malade, un de ces malades dont on s'occupait. Ça, ces visites, ces grandes visites, Oui. c'était pas possible. Oui, parce que nous, rétrospectivement, chercheurs en sciences humaines, ça nous choque, ce cérémonial qui Oui, était et extrêmement puis, méprisant pour la personne malade. C'était une manière d'enseigner. Chez Merle d'Aubigné, quand j'étais stagiaire, c'est pareil, il y avait une grande estrade, comme un théâtre, une grande estrade avec un enseignant ou deux, et puis on faisait venir le malade, on le faisait marcher sur l'estrade comme au théâtre, quoi. Oui. Encore bon, Charcot, Oui, du oui, 19e oui, siècle, non, mais quoi, hein, le effectivement, tableau de Charcot. Oui. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est surprenant quand même, c'est que tu tiennes, je veux dire, tu résistes à tout ça, tu continues quand même, tu restes attaché à un métier que tu ne connais pas par ta famille, ou que tu connais. J'avais commencé, Et il fallait continuer. il fallait continuer de toute manière. Non, mais il y avait de bons côtés. Puis, ce qu'on nous a appris à la faculté était quand même assez passionnant, j'ai trouvé. Ce qui était passionnant, c'est le point de rencontre, puisqu'on apprend, c'était quand même dur, hein, mais on apprend l'anatomie, la biochimie, la physiologie. Et puis quand on a bien appris tout ça, un jour, tout se rencontre et ça fait un tout. Ça fait un être humain. Oui, ça fait un tout qui avec une cohérence, la rencontre des différentes disciplines, j'ai trouvé ça intéressant. Oui. Aucune expérience par ta famille du contact avec la souffrance, du traitement de la maladie. Mais j'ai pas de souvenir, mais ça ne veut pas dire que j'en ai pas eu. Non, il n'y a pas de médecin dans votre famille, par exemple. Non. Non, c'est ça. Non, non. Ni de soignants. Non, non, non. D'accord. Oui. Alors, votre première expérience donc à Saint-Vincent-de-Paul, non déjà à Baudeloc, déjà que vous êtes chef de clinique en 75-76, vous arrivez déjà en 75, c'est après l'ouvrage de Le Boyer, la sortie du livre de Le Boyer. Est-ce que vous pouvez nous dire quand vous avez lu le livre de Le Boyer? Non, ça je sais plus. Il est sorti en 74. D'ailleurs, il y a une erreur dans le premier. Il est sorti en 74, oui. Oui, vous mettez 75 d'ailleurs dans, Oui, mais pas. Non. dans Naître et ensuite. Bon, enfin, Oui, c'est possible. oui. D'abord, mes enfants sont nés en 71 et 73. Ils sont nés où? À Port-Royal pour l'aîné et à Baudeloc pour le second, c'est-à-dire dans la même enceinte, dans le même hôpital. Bon, ça m'a donné une certaine expérience. Enfin, vous aviez déjà fait des accouchements. Quand c'est ses enfants, c'est pas la même chose. Oui. Et par exemple, puisque j'étais du métier et que je travaillais là, j'ai pu assister à l'accouchement. En tant que père. En tant que père. Vous n'avez pas fait les accouchements? Ah non, non. Bon, et alors que les pères ne pouvaient pas assister à l'accouchement à l'époque. Bon, ça a compté pour après. Et puis aussi, c'était les conditions j'ai connu les conditions de la naissance de cette époque-là, que j'avais connues comme interne. Bon, je ne pouvais pas les remettre en question puisque j'apprenais mon métier, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais quand c'est ses propres enfants, on voit les choses, et sa femme, on voit les choses d'une autre manière que quand c'est les enfants des autres et une femme qu'on ne connaît pas.
C'est-à-dire que le fait, par exemple, qu'ensuite de couche, le bébé, c'était assez moderne. Pour Royal, il y avait les cellules Bridgman, c'est-à-dire Oui, que les fameuses. Oui, je il y avait connais. quatre unités, une unité de 4 enfants, puis la chambre de la mère derrière une vitre. Mhm. Bon, le fait que quand le petit criait, la mère n'ait pas le droit d'aller le prendre, c'est une expérience qu'on a en tant que père et qu'on n'a pas l'occasion d'avoir tellement quand on est du côté des soignants. Oui, il y a un très beau texte d'amour et de lait d'ailleurs à cet égard. Une mère qui raconte qu'elle a entendu son enfant crier derrière la vitre. Et Je pense que c'est ma sœur qui a écrit ça. c'est votre sœur? Ouais. Alors, d'accord. Madame, vous ne savez pas, ça doit s'appeler, c'est Oui, ça? c'est non ça, Ouais, oui, oui. Puisqu'elle prend l'enfant et puis la tout à surveillante arrive dans la chambre et fait irruption. Donc, c'est scandaleux que vous ayez pris votre enfant. Oui, tout à fait. Non, c'est un texte absolument énorme. Hein. Oui, oui. Et pour moi, je ne sais pas si on en reparlera, mais cet aspect-là des choses est autant important que la naissance en violence Oui, proprement dite. oui. Non, mais je pense que ces cellules Bridgman qui étaient le comble de la modernité dans les années 60 ont fait des dégâts extrêmes, enfin. Oui, même en termes d'écologie microbienne. Oui, oui. Et ça, tu réalises ça seulement du côté de ton rôle de père, et tu ne l'avais pas réalisé du côté de ton rôle de médecin. À l'époque, on était 2 internes, c'est-à-dire qu'on était de garde une nuit sur 2 en plus des journées qui étaient bien remplies, et pendant les vacances, on était de garde un mois de suite. Bon, ça laisse pas beaucoup le temps de réfléchir. On est plutôt, puis on apprend son métier, on est fatigué, on apprend son métier. Pratiquement, j'ai eu du recul en fin d'internat et en début de clinica. On nous disait des trucs, la manière de gérer l'allaitement. Quand une femme manquait de lait, on lui disait qu'il faut espacer les tétés pour que les seins aient le temps de se remplir. Bon, on en savait, comment voulais-tu on écoutait ça. Et donc, il se produit un basculement quand tu as ton premier enfant. Mais 71, ça vous êtes ça encore... a été une expérience. Oui. Parallèlement, il y avait parallèlement, je ne sais plus à quel moment j'ai fait partie du GREN. En tous les cas, je m'intéressais de près à tout ce qui était accouchement sans douleur, psychoprophylaxie obstétricale. Voilà. Oui, alors justement, ça, je voudrais avoir votre... Donc j'étais dans ce mouvement-là. Je ne me rappelle plus les dates exactement, mais on allait au congrès, on avait des discussions avec les uns les autres, Velay, Galacteros, des gens comme ça. Et donc là, tu es à la fin de ton internat, oui, ton clinica. Je ne sais plus, Mais c'est à ce moment-là qu'apparaît quand même un courant fort du côté d'une transformation de l'organisation des soins obstétricaux. En tout cas, d'une conception nouvelle du rapport de soignants. C'était toute cette période-là. Il y avait la psychoprophylaxie obstétricale qui durait déjà depuis un bout de temps. Depuis 52. Mais en même temps, il y avait des recherches obstétricales techniques très importantes. Baudelaire, Saint-Vincent-de-Paul, il y avait aussi Sureau dans le coin dont j'admirais la curiosité et l'enthousiasme qu'ils pouvaient donner aux uns aux autres. Bon, à Port-Royal, on a vu un des premiers monitorings qui occupait tout un pan de mur qu'on n'avait pas le droit de toucher. Il fallait le technicien, on appelait le technicien pour qu'il mette ça en route, etc. Quoi. Bon. Ensuite, ça a été les premiers échographes. Je me rappelle des premiers échographes à Saint-Vincent-de-Paul, et c'était nouveau, mais c'était des images vraiment dégueulasses. Bien sûr, illisibles. Illisibles, sauf pour des gens qui avaient appris ça. Bon, et il y avait aussi
donc le monitoring qui a commencé à se diffuser. Enfin, il y avait plein de recherches. Je travaillais, j'étais assez proche de Paperny qui travaillait sur la prévention de la prématurité déjà. C'était une période quand même très riche à tout point de vue. Le Boyer est arrivé, avec Bernardis aussi, Bernardis Le Boyer, Le Graine, tout ça c'est arrivé dans une période de recherche intense. Tous azimuts. Il y a la péridurale qui apparaissait aussi à la même époque. Les prélèvements de sang sur le fœtus en cours d'accouchement. Je ne sais plus la date exacte. Le pH, Chanquin. Ah, le pH, oui. Ça m'a jamais beaucoup plu. Non, mais c'est aussi cette époque-là. Je ne sais pas, je me rappelle plus. Qui, à votre avis, a changé votre regard sur les conditions d'accueil du nouveau-né? Bon, vous nous avez dit la naissance de vos enfants. C'est tout ça, c'est tout ça. On parlait tout à l'heure d'Ivan Illich pendant le déjeuner. Vous avez lu Ivan Illich? Ah oui. Oui. Ah oui. Donc j'étais interne à Broca, je me rappelle. À l'époque où je lisais, Ivan Illich m'a beaucoup marqué. Le Grodek dont je vous ai parlé, la psychoprophylaxie obstétricale, et puis le début de l'expérience médicale, y compris en Tunisie. Où j'ai vu puisque c'était le centre anticancéreux, c'était des malades qui avaient le cancer, mais qui ne réagissaient pas de la même manière que les Occidentaux. Que les Occidentaux, oui. C'est un tout, je ne peux pas dire. Et puis. Mai 68, comment est-ce que vous avez vécu cette période? Mai 68, mai 68, je me rappelle un jour où j'étais de garde, où je devais prendre une garde à Port-Royal. On avait entendu, j'avais fabriqué une radio à tube où j'avais la modulation de fréquence, mais c'était donc pas commercial. Et au bout de la bande, il y avait la police. donc j'avais su qu'il y avait eu des troubles dans la nuit. Et puis le matin, j'avais une vieille dauphine à l'époque. Je veux prendre la rue Soufflot pour arriver à Port-Royal. Pas question de prendre la rue Soufflot. Il fallait faire un tour. Je ne sais plus par où je suis monté. Mais je suis arrivé place du Panthéon. Plus un comment ça s'appelle, un pavé. Bon, ça fait un drôle d'effet d'arriver dans le sable quand on n'est pas prévenu. Bon, puis j'ai pris ma garde à fois. Bon, ça c'est de l'anecdote. Hein. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est les psychanalystes qui jusque-là disaient que le fric était nécessaire à la cure. Et d'un seul coup, j'avais été par hasard à une assemblée où il y avait des psychanalystes, je ne sais plus lesquels, Nacht, enfin des grands noms, qui disaient que finalement on pourrait peut-être faire des cures sans payer autant. Voilà. C'était l'occasion de retournement de veste assez extraordinaire. Et puis, tout était par terre. J'avais fait partie de la commission de réorganisation de la chirurgie, mais ça donnait vraiment... C'est très, très, très curieux. Donc vous avez un petit peu participé aux non, AG pas vraiment. Puis je suis parti oui. au service, là, mais... Bon, faudrait y repenser un peu, réfléchir un peu par rapport à ce qu'étaient les mandarins à l'époque. Par exemple, quand on arrivait à Cochin, le service de chirurgie, professeur Léger, quand Léger arrivait en voiture à Cochin, surveillante générale sonnait la cloche pour que tout le monde sorte et l'accueillir sur le bord du trottoir. Bon, ça, c'était les mandarins typiques. Mais finalement, ils n'étaient pas forcément plus pernicieux que certaines choses qu'on voit maintenant. C'est pas les mêmes qui ont le pouvoir, mais...
Et il y a ce côté apparat était finalement pour toi assez superficiel. Oui, mais c'est bon. Je crois que aussi ça satisfaisait l'ego de gens et ça leur permettait de trouver à manger en eux-mêmes pour avancer, pour créer des écoles. euh, qu'on- 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 des écoles remarquables. Je pense à Merle d'Aubier, je pense à des gens comme ça qui ont créé des écoles. On appelait ça des écoles. Peut-être qu'il y en a moins maintenant en France. Est-ce que vous avez participé à la lutte pour la légalisation de la contraception et de l'avortement? Non. C'est assez difficile ça. Quand j'étais interne, externe et même interne, on voyait arriver les femmes euh, qui, euh, qui avaient subi, à qui une faiseuse d'ange avait mis une sonde, ou qui s'était mis même une sonde, ou qui avait utilisé une pompe à vélo. Et on voyait tous les jours à peu près 2 femmes en moyenne. Tous les jours? Ah oui, à chaque garde, on recevait au moins deux patientes comme ça. Bon, à qui il fallait trouver à quel moment on fait le curetage. Et éventuellement des femmes dans un état de santé absolument dramatique. Je ne crois pas que j'en ai vu qui soient mortes, mais j'en ai vu passer vraiment au ras de la mort avec des septicémies à grammes moins et des chocs septiques redoutables. Bon, ça c'est donc... Puis ensuite, par contre, j'ai connu les descentes du MLF. Plus tard, j'ai connu les descentes dans l'autre sens. Mais à l'époque, c'était le MLF, des gens qui venaient s'enchaîner au radiateur en nous demandant de faire des avortements. Mais je n'ai pas été militant du tout dans ce sens-là. On participait à l'époque d'ailleurs aux graines. Ça a été légalisé quand? L'avortement en 75, fin 74. Ouais. 24 novembre 74. On en avait le vote de la déjà loi. discuté aux graines. Oui, le graine, c'est 74, donc au tout début. Ça ne s'appelait pas encore le graine, ça s'appelait Et le gène à ce il y moment-là. avait un ami de Bernard Tiss. Bernard Fonty. Non, c'est pas lui. C'était un psychanalyste qui devait s'appeler Benoît, peut-être bien Benoît, qui nous avait dit que à l'époque, aux graines, il y avait une discussion où il nous avait fait un topo, je ne me souviens plus, mais en disant que on n'avait pas à légaliser l'avortement, on n'aurait pas dû légaliser l'avortement, mais arrêter de le considérer comme un crime et comme interdit, c'est-à-dire ne pas prendre une loi pour, mais s'abstenir de choses contre. Voilà, et ça m'avait frappé cette position. Vous étiez d'accord avec cette position? Oui, assez, parce que je trouve que la loi n'avait pas autorisé quelque chose comme ça. C'est un courant, oui, qui a existé, oui. Peut-être particulièrement chez les médecins, mais pas seulement, oui. Bon, puis je dois dire qu'au début, j'en ai pas fait beaucoup, mais donc j'étais tout de même assez satisfait par rapport au danger que j'avais vu avant, au risque, aux dégâts féminins que faisait l'avortement clandestin. Oui. Mais au début, je n'ai pas fait d'avortement. À Baudeloc, à Saint-Vincent-de-Paul, comme chef de clinique, je ne faisais pas d'avortement. J'en ai fait ensuite à Auxerre, puisqu'on avait le choix, mais enfin... Oui, il faut dire que ni François Lepage ni Claude Thureau n'étaient très favorables à l'avortement. Hein. Ils étaient plutôt réservés, quoi. Hein. Oui, mais chez Chavigné, par exemple, je crois que Tournaire, mon collègue Tournaire, on était tous les deux chefs de clinique en même temps, on faisait, moi, bon... Et puis
J'avais un ami, Jean Baudet, qui était chef de service à Limoges, qui m'avait proposé de le rejoindre pour être son agrégé plus tard. C'était un très bon ami, je l'aimais beaucoup, mais il était très prosélyte de l'avortement. Et j'ai eu peur que ce soit une source de discorde entre nous. Et comme je ne voulais pas me fâcher avec lui, je voulais rester son ami, j'y ai pas été. Bernard Fonty y a été, je crois, à Limoges. Avant, c'était avant. Oui, absolument, oui. Et finalement, mon ami Jean Baudet, je crois, a changé de position plus tard, ce qui fait que, bon, voilà, c'est... D'accord. Non, parce que dans certains cas, dans certains itinéraires, on voit des gens qui ont été des militants du MLAC devenir des partisans de la naissance sans violence. Enfin, donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, oui. Bon, bah. Mais bon, le contraire existe aussi, puisque vous, en fait, vous n'avez pas du tout été dans ce parcours-là. Je voulais savoir, donc, à partir de quand est-ce que vous décidez de faire changer les modes d'accueil du nouveau-né, de le laisser avec sa mère, de couper le cordon plus tard? Ça ne s'est pas fait d'un seul coup. Hein. Oui, alors justement, est-ce que vous pouvez nous raconter, dans votre cas, comment ça s'est passé? Ce qui s'est passé dans la période du début, et c'était à Baudeloc, c'est que j'avais demandé, comme que je travaillais dans le cadre du Graine avec Bernard Tiss et Daniel Rapoport, j'ai demandé au chef de service l'autorisation de les faire venir pour qu'ils fassent un topo à Baudeloc, l'un et l'autre. Ils sont venus faire un topo, Bernard Tiss autour de son livre Naître, et Daniel Rapoport autour de son expérience des bébés Le Boyer. Voilà, oui. Bon. Ils sont venus ensemble? Non. Oui. Ils ont fait 2 staffs. Bon, ils ont été accueillis avec politesse et beaucoup de réserve, quoi. Mais enfin, ça intéressait... C'était avant le... Oui, c'était après le livre de Le Boyer, forcément, parce que l'article de... c'était 75 ou 76, oui, ça devait être... je ne sais plus, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé la date. C'est encore François Lepage. Oui, c'était encore François Lepage. Bon. L'accueil était difficile quand même. Mais ça intéressait plus les jeunes élèves sages-femmes, les jeunes étudiants qui étaient au fond de l'amphithéâtre que les autres. Bon. Mais vu l'ambiance, j'ai lu, je ne sais plus quand, le livre de Le Boyer, j'ai vu le film, avec une réticence au début, et puis il y avait tellement de critiques de confrères qui disaient il va avoir froid, etc., que au début j'étais réticent, puis j'avais quand même envie d'essayer de voir ce qu'il voulait dire. Mais pas question d'essayer à Baudeloc. Or, je travaillais à l'époque dans une petite clinique à Fontenay-aux-Roses. Oui. Oui, une clinique très sympathique, avec des gens très sympathiques, une ambiance très familiale. Et c'est là que j'ai pu essayer. Alors, tout seul, quoi, avec la sage-femme, avec les parents qui étaient là. Alors au début, il n'y avait pas le bain. Le bain, il s'agissait simplement de poser l'enfant sur le ventre de sa mère, de le recouvrir et de laisser un peu la découverte mutuelle se faire. Et puis ça se passait très bien, et surtout, les parents, quand on en discutait après avec eux, celles qui avaient déjà eu des enfants avant, disaient c'était formidable, ça n'a rien à voir avec mes accouchements, ce qui s'était passé lors des accouchements précédents. Donc il y avait là, de la part des parents, un ravissement, un contentement. Que tu perçois très vite. Oui, tout de suite. Tout de suite, on s'aperçoit que... et puis on s'aperçoit aussi que si on fait attention, il n'y a pas de danger particulier, quoi. Bon, puis petit à petit, j'ai essayé de donner des bains, comme proposait Le Boyer. C'est vous qui donniez le bain? Oui, comme Le Boyer le proposait. Oui. Vous savez, au début, mettre un nouveau-né dans l'eau, ça ne se faisait pas du tout. La première fois, vous le faites vous-même, vous ne le faites pas faire par quelqu'un d'autre.
Oui, pour quelqu'un comme vous qui est un praticien de la naissance, ça n'allait pas de soi de baigner un nouveau-né. Non, Ça pouvait être dangereux. Oui, personne ne trouvait que ça allait de soi. Oui. D'ailleurs, je fais un saut dans le temps, mais à Auxerre, la pédiatre était contre et a fait des prélèvements au cordon ombilical du nouveau-né à la recherche de microbes pour montrer que c'était dangereux et qu'il fallait arrêter. Elle a trouvé les microbes. Non, parce que je détruisais les bons des prélèvements, ce qui fait qu'ils n'arrivaient pas au laboratoire. Ce qui fait que comme il n'y a jamais eu d'infection ni de microbes, eh ben ça s'est passé. Oui, alors, C'est dire que ça n'allait pas de soi. Oui, alors qu'est-ce qui vous a fait justement balayer l'obstacle théorique pour vous jeter dans cette expérience? J'ai essayé de faire ce que disait Le Boyer. Donc vous avez été séduit par l'ouvrage de Le Boyer et par son film. Ah oui, j'ai été séduit, j'ai eu envie d'essayer ce qu'il proposait. Mais ça ne veut pas dire que j'ai été séduit par la théorie. Oui. Mais par la pratique. J'ai voulu essayer ce qu'il proposait. Il y avait d'un côté Minkowski, le néodatologiste de Port-Royal, qui tempêtait contre la naissance sans violence. Oui, il hurlait. Oui. Il hurlait contre la naissance sans violence. Bon, à la limite, ça donnait envie d'essayer. Puis c'était un pédiatre, il avait vu très peu d'accouchements dans sa vie. Ouais. Et les photos de l'ouvrage vous avez impressionné? Je ne me souviens plus bien des photos de l'ouvrage. Mais... Si, l'ouvrage est quand même autant un ouvrage. Le début du film est épouvantable. Oui. C'est épouvantable ces cris. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais des cris, un faciès de bébé plutôt repoussant. Et dans le livre, il parle de ça comme d'un cauchemar. Justement, à la fin, les très belles photos d'enfants dans le bain, Oui. souriants, Voilà. ça peut être effectivement engageant. Ah oui, tout à fait. Oui. Oui. Et c'est engageant. Oui. Et est-ce que vous avez rencontré Le Boyer? Oui, bien plus tard. À Auxerre, il est venu. Oui. Donc vous l'avez à Fontenay-aux-Roses, vous faites ça? À Fontenay-aux-Roses, c'était tout seul. Et puis à ce moment-là, du côté hôpital, l'équipe est passée de Baudeloc à Saint-Vincent-de-Paul, avec Chavigné comme chef de service. Et là, en discutant beaucoup avec les sages-femmes, petit à petit, on a pu introduire une modification de l'accueil, si on peut dire, du nouveau-né. Et tu signifies par là que Jacques Chavigné était sensible à cette question. Il était neutre. Mais une neutralité bienveillante. Oui, il était neutre. Il acceptait. Oui, il acceptait. Les sages-femmes étaient très puissantes dans ce service? Non, mais c'est elle qui faisait des accouchements normaux. Oui. Les médecins, les internes et chefs de clinique n'étaient appelés que s'il y avait un problème ou une surveillance particulière. Donc les accouchements normaux étaient gérés par les sages-femmes. Et bon, au début, il s'agissait de ne plus emmener l'enfant systématiquement à côté, mais de le mettre sur le ventre de sa mère, de plus l'aveugler avec le cialytique, de le recouvrir pour qu'il ait chaud. Et de se taire. Couper le cordon plus tard? Oui, bon, je crois que ça... je crois que ça n'a pas une importance fondamentale. Ça n'a pas une importance fondamentale sur le vécu de l'enfant. Selon Le Boyer, c'est très important d'attendre que le cordon ait cessé de battre. Non, moi, j'y crois pas du tout. Ouais. Et là, à Saint-Vincent-de-Paul, Christine Francoil, qui était la pédiatre, nous a dit « attendez pas trop,
parce que si vous attendez trop, il risque d'avoir une polyglobulie et donc un ictère, et ce ne sera pas du bénéfice. Bon. Donc moi je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Oui, je voudrais revenir sur le cordon qu'on coupe plus ou moins longtemps après qu'il ait cessé de battre. Je voulais savoir, depuis quand, à votre avis, est-ce qu'on voit les pères être invités à couper le cordon dans les maternités où vous avez travaillé? Ouais, je ne peux pas vous dire, ça ne m'a jamais passionné ce truc-là. Je crois que... Toi-même, tu n'y étais pas spécialement favorable. Non. Est-ce que tu y étais défavorable? Non, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Voilà. Est-ce que vous avez eu des demandes de la part Je me des souviens pères? plus, non. Parce que, Déjà, vous savez, il fallait qu'il soit là. oui, Et comme je vous ai dit, pour la naissance de mes enfants, c'est-à-dire 73, les pères n'assistaient pas à l'accouchement. Et j'avais beaucoup travaillé pour que les pères puissent, s'ils le souhaitaient, et si la femme le souhaitait, venir à l'accouchement. Voilà. Est-ce que tu Donc, voilà, c'était à la même période. Hein. oui, alors ça c'était Baudeloc et Saint-Vincent-de-Paul. Oui, Mais bah, il y avait Baudeloc. des maternités où les Ah, pères peut-être. assistaient Ah, peut-être. déjà Peut-être, mais depuis, pas beaucoup. Oui, peut-être. depuis les années 60. En fait, je dirais Oui, même oui, peut-être depuis au-delà, l'accouchement sans douleur, Oui, c'est possible. les oui, oui. pères étaient invités à l'accouchement. Donc il y avait quand même Oui, des mais dans les endroits hôpitaux, moins. où ça se faisait. Mais dans les hôpitaux, probablement pas. Donc là, ils ont pu rentrer. Et parallèlement, si vous voulez, à la même époque, j'étais très impliqué dans la préparation à l'accouchement. Et j'assurais personnellement 3 groupes par semaine, y compris un groupe en début de grossesse avec les pères. Il y avait beaucoup de pères. Ça, c'était à Saint-Vincent-de-Paul. Oui, c'était à Saint-Vincent-de-Paul. Oui, pas à Baudeloc. Et donc là, vous avez rencontré des pères en début de grossesse aussi. Et là, ça a été enrichissant pour vous. Enfin, ça a changé votre regard sur leur rôle. C'était pas très facile. Pas très facile, en début de grossesse surtout. Ils n'étaient pas encore dans la période de fin de grossesse où les choses sont différentes. Et il y avait souvent pas mal d'agressivité. Mais bon, Ah bon? oui, je ressentais pas mal d'agressivité. À votre égard? Une agressivité ambiante, je sais pas. Mais bon, ça vaut peut-être pas le coup de s'étendre parce que... Toi, tu étais favorable à ce que les pères soient autorisés à venir lors de l'accouchement? Oui, mais sans les forcer, loin de là. Non, bien sûr, mais favorable. Oui, oui. S'ils le souhaitaient, je vois pas pourquoi on les aurait empêchés. Voilà. Mais sur le principe général, je suis pas complètement fanatique. Tu veux dire que tu as y compris quelques réserves? Oui, mais c'est plus tard que les réserves sont venues. Oui. Mais il me semble qu'il y a eu quand même tout un mouvement de femmes qui voulaient que les pères viennent. Enfin, Oui. ça venait d'elles. Oui. Il y avait quelque part l'obligation pour le père Oui. d'assister. Ça, c'était le féminisme. En quelque sorte. dans les séances de préparation à l'accouchement de fin de grossesse, j'insistais sur le fait que c'était pas obligatoire. Et que c'était pas parce qu'ils souhaitaient pas y aller qu'ils se dégonflaient. Oui. C'est-à-dire, peut-être maladroitement, mais je leur disais que s'ils ne se sentaient pas, ils avaient le droit de ne pas y aller. Et comment est-ce que les femmes réagissaient quand vous disiez ça? Je ne me souviens plus tout ce qui s'est dit. Vous savez, il y a eu tellement de noms, Oui. je ne sais pas. Il y en a qui devaient être soulagés, sans doute. Des femmes? Non, les hommes, de vous entendre dire que c'était pas obligatoire. Oui, ça discutait. Oui. Et tu as l'impression que c'était effectivement venu des femmes, cette exigence, ou des professionnels? Moi, je dirais que c'était un modèle social, que c'était dans les discussions entre copines ou entre... il y avait une pression pour que le père assiste à l'accouchement, Oui. plus sociale que la femme elle-même.
c'est devenu, il y a eu, à un moment, il y avait une pression pour que... Oui, je pense que les magazines féminins en Oh, parlaient. peut-être, voilà. Enfin, oui, effectivement. Puis il y avait tout un courant féministe qui disait que c'était le devoir des pères d'être là. Sinon, Voilà, c'était voilà, pas devoir. des, Voilà. c'était pas Voilà. des bons maris, Voilà. enfin, des bons pères. Oui. Effectivement. Et aujourd'hui, on est complètement dans un autre contexte, effectivement. Oui. Oui. Mais- Et alors donc, le père qui coupe le cordon, vous l'avez jamais vraiment fait, Non. enfin ou fait faire. Non, c'est pas, enfin, c'est pas dans les choses qui m'intéressent, quoi. Oui, mais est-ce qu'il y a des pères qui vous l'ont demandé en salle de J'ai pas travail? souvenir, non. Peut-être, oui, peut-être qu'on leur... C'est possible, oui. Mais c'était pas Et fréquent. à ce moment-là, on les a laissés faire. Je vois ça comme ça, quoi. Oui. Je n'ai pas de souvenir précis. Ça... Et ça vous choquait en fait que ce soit le père qui coupe? Non, le mais je cordon? pense que c'était un faux symbole. Oui. on est Voilà, d'accord. donc je Oui. vois pas pourquoi on insisterait sur un faux symbole. Mais notre question est d'où venait cette idée Oui. du symbolisme de la section par, on voit bien Ah bah ses c'est- origines sur le plan psychique, enfin, y compris culturel et psychanalytique. Mais qu'est-ce qui fait que les professionnels vont finalement assez facilement adopter ce point de vue? Pour certains. Je sais pas. Assez majoritairement, je crois. C'est pour le symbole qui traînait partout, c'était pour séparer l'enfant de la mère, quoi. Bon, voilà, bah, les professionnels, oui, c'est comme quand on regarde des émissions à la télévision, ça imbibe tout le monde et on finit par en être convaincu. Oui, tu ne penses pas que ce soit l'idée que finalement, si les pères viennent, il faut bien qu'ils fassent quelque chose, hein, et qu'à partir il fallait leur trouver une fonction. Ouais, mais l'accouchement est fini, là. Oui, mais bon, ils avaient aussi un rôle à remplir, quoi. J'ai l'impression qu'il y a aussi cet aspect un peu utilitaire, quoi, des pères. Oui, mais enfin, moi, il me semble, enfin là, c'est mon expérience personnelle, qu'on lui faisait plutôt s'occuper de la mère, la rafraîchir, la caresser, être plutôt du côté de la tête de la mère que du côté de l'enfant. Enfin, Moi, j'ai eu une expérience ultérieure à Auxerre qui m'a beaucoup frappé. Au moment de l'accouchement, quand il y avait un accouchement à risque, j'étais appelé, mais c'est la sage-femme qui faisait l'accouchement. Donc j'étais en retrait, au cas où il y aurait eu un ennui, une dystocie des épaules ou un truc comme ça. Et du coup, en retrait, on a plus le temps d'observer et de voir ce qui se passe. Et il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est que à peine l'enfant né est mis sur le ventre de la mère, la sage-femme disait « c'est un garçon ». Je me suis dit « mais elle ne lui a rien demandé ». Bon. Et puis j'ai vu ça se reproduisait, etc. Et alors, d'autres fois, à d'autres accouchements, j'ai essayé de ne rien dire, de le poser quand c'était moi qui, pour une raison ou pour une autre, faisais l'accouchement, posais sur le ventre de la mère, je disais rien. Mais c'est quoi, docteur? Mais au bout de 20 minutes. Au bout de 20 minutes. Alors bon, j'en ai discuté avec les sages-femmes, elles ont commencé à arrêter de le dire et d'attendre qu'on leur demande. Mais ce que je veux dire, bon, c'est-à-dire qu'on mettait l'enfant sur le ventre de la mère, on ne disait rien, on le recouvrait pour qu'il n'ait pas froid, et si tout allait bien, on s'en allait. Et c'est ça, moi, à mon avis, plus que de couper le cordon, c'est un moment d'intimité entre les deux parents après la naissance, qui me semble important, plus que des gestes symboliques. Voilà, si tu veux. C'est le reste. Bon, et pourquoi est-ce que la sage-femme disait ça? Eh ben, c'est à cause de l'angoisse, de la décharge d'angoisse. Tout le monde était. Tant qu'un accouchement n'est pas fini, tout le monde a un peu la trouille. Et là, tout va bien. Et l'enfant est bien rose, il crie bien, il a l'air à peu près bien. Donc, du coup, on défoule et on parle. Et ça faisait partie, pour moi, profondément, on n'a pas beaucoup insisté sur la naissance à Saint-Vincent-de-Paul, là, mais ça fait partie de la naissance en violence, c'est le respect du silence oui. de la part des soignants
et de l'intimité éventuellement des parents. Oui, ça c'est chez le Boyer aussi, le fait de ne pas élever la voix, de ne pas... Oui, 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 Oui. oui, oui. Bon. Et alors, le bain, qu'est-ce que... Alors donc oui, à Saint-Vincent-de-Paul, tout est passé dans les mœurs petit à petit, ça a été très long. Hein. C'est arrivé quand même à Saint-Vincent-de-Paul, le bain. Petit à petit, les sages-femmes se sont mises, la plupart, à faire comme ça, à mettre l'enfant sur le ventre de la mère, à le recouvrir, mais ça a pris du temps, hein. Mais pas de bain. C'était trop tôt encore. Et le premier bain a été donné le soir du colloque de Naître et ensuite, où on avait discuté de tout. Je m'excuse, j'avance, je recule et tout, mais Non. comme la situation avait fini par rester assez indécise, figée, ne plus avancer, c'est là que j'ai eu l'idée d'organiser un colloque avec les gens du Graine pour un colloque sur place à Saint-Vincent-de-Paul pour essayer de relancer un peu la machine, pour réfléchir, etc. Donc on a organisé Naître et ensuite, et c'est à la suite de la première journée de Naître et ensuite. C'était le 17 juin Le 17 juin, 1977. le soir, les sages-femmes qui étaient rentrées, qui avaient assisté au colloque, qui étaient rentrées prendre leur garde, ont donné spontanément le premier bain à un nouveau-né à Saint-Vincent-de-Paul ce jour-là. Voilà. Donc dans la nuit en fait. Oui, le soir, la nuit. Sur la base de la communication de... L'ensemble de la journée. L'ensemble de la journée, ce que ça leur a dit, l'envie d'essayer, toujours pareil, l'envie d'essayer autre chose. Et ensuite, petit à petit, il y a eu un certain nombre de bains. C'était pas systématique. Hein. Donc c'est les sages-femmes qui l'ont proposé. Il n'y a pas eu de demande des Ça, je ne mères. sais pas ce qui s'est passé. Non, vous ne savez pas. Je sais qu'il y a eu un bain, je ne sais pas. Vous n'étiez pas là. Non. Non. Et vous savez d'où venait la baignoire? Oh, la baignoire, c'était, oui, j'avais cherché la baignoire. Oui. C'était des berceaux de nouveau-nés en plastique sur un bâti métallique. Mais d'habitude, il y a des trous pour aérer le matelas. Et j'avais fait la chasse aux berceaux sans trous. On en avait trouvé un ou deux et on les avait mis en salle de travail pour donner éventuellement des bains. Donc c'était sur ces trucs-là. Oui, c'était bien qu'il soit transparent d'ailleurs, Oui, parce oui. que comme ça on bah voyait oui. complètement le corps de l'enfant à travers la paroi. Donc voilà. Voilà. Et donc le père donnant le bain, c'est arrivé plus tard encore. Oui, je ne sais pas dans quelles conditions a été donné le premier bain. Hein. Ça a peut-être été donné par non, le j'étais père. pas là. J'étais Oui. pas là. Je ne sais pas. Ah oui, vous ne savez pas si c'était le père. Voilà. Bah, par la suite, c'était tantôt l'un, tantôt l'autre. C'était suivant ce que c'était souvent le père. Vous en avez donné en oui. tant qu'accoucheur? Ah oui, oui. Les premiers, et puis oui. Oui. Ça te plaisait? Oui. Tu aimais bien ça? J'aimais bien ça. Oui. Mais je trouve, oui. Dis plus sur cette impression de bien-être du bébé et de ton propre bien-être. Là, je m'écarterai un petit peu de Le Boyer. Par exemple, je ne parle pas directement du bain, mais je vais en parler après. Si on met le bébé sur le ventre de sa mère après la naissance, souvent la mère lève la tête pour voir son bébé. Bon. À ce moment-là, souvent le bébé se met à crier. Parce qu'elle a tendu son ventre pour lever sa tête et le bébé se met à crier. Bon. Et moi j'imagine, il ne l'a pas dit directement, que dans l'optique de Le Boyer, on lui dirait « Posez votre tête, madame, votre enfant pleure ». C'est-à-dire en privilégiant uniquement le ressenti de l'enfant. Moi, j'aurais tendance à laisser la mère regarder son enfant, même s'il pleure, parce que c'est leur interaction, c'est spontané à eux deux. Voilà. Ben, le bain, c'est un peu pareil.
Le Boyer, quand il est venu à Auxerre, a montré précisément, techniquement, à donner un bain, mieux que ce qu'on faisait avant, en se calant sur sa respiration pour certains gestes, etc. En libérant l'espace petit à petit à l'enfant, parce qu'au début, si on libère l'espace, il a plus de limite, il est perdu, il commence à crier. Tandis que si on le contient au début, et petit à petit on ouvre l'espace, il s'épanouit, c'est pas du tout pareil. Bon, donc ça, un professionnel le fait mieux que le père. C'est pour ça que le Boyer disait, finalement, c'est lui qui donnait le bain. Bon, c'est pareil, si le père le donne un peu moins bien, mais s'il a envie de le donner, c'est comme ça, c'est très bien comme ça. Par rapport au cri, quand même, là, tu te distingues effectivement de façon forte de Frédéric Le Boyer, parce que Frédéric Le Boyer, ce qu'il marque, c'est la souffrance. Et pour lui, il explique le cri du bébé comme étant une marque de souffrance. Toi, ton expérience est que le cri du bébé, c'est simplement ses premières respirations. Ah non, j'ai pas dit ça. Mais tu dis ça n'a pas d'importance qu'il crie. Non, mais je dis que l'interaction entre les parents, la spontanéité de l'interaction est importante. Je ne supporte pas les cris. D'accord. Les cris de douleur, je ne supporte pas. C'est aussi pour ça que la naissance en violence m'a beaucoup plu. Enfin, il y a quand même cri et cri. Quelques cris parce que la mère tend son ventre alors qu'il est sur son ventre, c'est pas un drame. Dans l'ensemble, il crie beaucoup moins qu'avant. Mais l'interaction entre les deux, la spontanéité des choses est plus importante pour moi que... C'est-à-dire la relation maman-bébé. Ce qui joue entre ces deux... L'interaction. Oui. Oui, ce qui se joue, ce qu'ils ont envie de faire tout seuls, entre eux, l'interaction spontanée qui continue ce qui se passait avant la naissance et qui va se prolonger à ce qui se passe après avec les parents, l'enfant, les frères et sœurs. Et ça, tu intègres le cri y compris. Ouais. Je ne veux pas empêcher la mère de regarder son bébé sous prétexte que ça ne lui plaît pas complètement. Au bébé, enfin que ça ne lui plaît pas, qui fait un cri. Si elle a envie de le voir, je ne vais pas l'empêcher de le regarder. Voilà. Donc on parlait de Saint-Vincent de Paul, où vous avez à la fois vu arriver la péridurale petit à petit, en même temps que ces modifications de l'accueil du nouveau-né. Et pour vous, les deux choses ne sont pas contradictoires. Je veux dire, une femme sous péridurale peut très bien accueillir son enfant de cette manière non violente. C'était pas l'arrivée de la péridurale, c'était une organisation particulière avec les anesthésistes pour qu'ils puissent faire des péridurales à la demande. Je ne sais pas si c'est complètement différent que de prendre rendez-vous à l'avance pour une péridurale et de dire j'y vais le temps, j'aurai ma péridurale, et puis de dire j'y vais et puis je verrai ce qui se passe, et si ça ne va pas, j'aurai ma péridurale. À titre d'anecdote, il y a 2 patientes qui ne voulaient pas faire d'enfants parce qu'elles avaient épouvantablement peur d'accoucher. C'était tellement, leur peur était tellement épouvantable qu'elles ne voulaient pas d'enfants. Et quand elles ont su qu'on pouvait faire une péridurale à la demande, elles ont décidé de mettre une grossesse en route et de venir accoucher là. Il se trouve que toutes les 2 ont accouché sans péridurale parce que ça a été très vite. Mais bon, voilà, c'était la péridurale conçue comme ça. Donc c'était à la demande, avec en principe une certaine spontanéité de voir ce qui se passe. Et puis, non, moi je ne vois pas pourquoi ce serait incompatible. Non, je vous dis ça parce que dans l'interview récente que Franck Cuvelier a faite de Le Boyer est absolument vent debout contre la péridurale. Bon, ben je sais. Ouais, bon. Il considère que c'est une agression pour le bébé. Enfin, d'abord pour le fœtus, parce qu'il pense que
une femme sous péridurale n'est pas capable de faire naître son enfant de la même manière qu'une femme qui n'est pas sous péridurale, et donc que le bébé est encore plus mal que... Il est possible que le Boyer ait des perceptions que je n'ai pas, Oui. et des informations, et récolter des données intuitives que je n'ai pas, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas cette impression-là. Mais il se peut que je ne sais pas. Oui. Donc, ma question d'avant, c'était est-ce que vous avez donc eu affaire à des pressions des parents qui vous demandaient un certain type d'accueil de l'enfant, un certain type d'accouchement Ben, c'est pour se conformer à un modèle qui circulait parmi les féministes, mais parmi les femmes qui lisaient les journaux féminins, où on en non, parlait. mais ces couples venaient à Saint-Vincent-de-Paul pour ça, pour ça. De même, Pour l'accueil pour la oui, naissance ou pour sans la violence. péridurale, ou pour les deux. Oui. Et ensuite, ils discutaient avec la sage-femme, suivant et je ne sais pas ce qui se passait entre eux. Mais... Et ils demandaient un certain type de prestations. Enfin, oui, mettre l'enfant sur le ventre de sa mère et l'accueillir dans le calme, c'était systématique. Oui. Bon. Par contre, le bain n'était certainement pas systématique. Et la péridurale non plus, comme tu l'as dit. Et la péridurale non plus. Devait dépendre des parents, de la sage-femme. Enfin... Et est-ce qu'à Auxerre, vous avez eu affaire aussi à des demandes des parents? Et à Romans? Non, non plus. Non. Quand tu arrives à Auxerre, la péridurale est utilisable à la demande? Tant que je me souvienne. Oui, non, il y avait moins d'anesthésistes et il n'y avait pas d'anesthésiste spécialisé pour la maternité, donc c'était quand même plus difficile techniquement. C'était plutôt en cas de problème. Autrement dit, il y en avait peu. Oui, il y en avait peu. Donc tu es dans des conditions qui ne sont plus celles de Saint-Vincent-de-Paul, qui te permettent éventuellement d'apprécier ce rapport entre péridurale et puis conditions d'accueil du bébé, quoi. De détacher, je veux dire. Oui. Non, alors, est-ce que vous vous souvenez des oppositions qu'a rencontrées la naissance sans violence? Il y en a quelques échos dans les tables rondes des cahiers, notamment le premier. Il y a eu quand même quelques épisodes dans la presse qui ont été extrêmement violents. Des articles de grands oui. de journalistes ou de grands patrons. Oui, Est-ce que vous en avez personnellement rencontré de ces oppositions, de ces opposants? Non, je me souviens avant, mais j'ai oublié plein de choses, vous savez, on oublie quelquefois les choses. Oui, mais bon, dites-nous ce dont vous vous souvenez. La seule chose, c'est d'abord, à Saint-Vincent-de-Paul, mon collègue et ami Tournaire trouvait que ce n'était pas une chose si importante que ça n'avait pas beaucoup d'importance. Voilà. Qu'on fasse comme ça ou pas comme ça n'avait pas beaucoup d'importance. Lui, l'essentiel, c'était certains progrès techniques, la rigueur clinique, et on était bien d'accord là-dessus. Bon, mais pour lui, ce n'était pas une révolution. Ça apparaît dans les cahiers du nouveau-né, à travers son propre témoignage. Oui. Et quand je mettais la main à naître ensuite, le premier bouquin, la transcription, Tourneur me disait « mais tu ne vas pas publier ça n'a aucun intérêt ». Bon. Voilà. C'était dire l'estime qu'il avait pour ce mouvement. Oui. Mais il n'était pas dans le grain. Pas du tout, non, mais bon, j'ai beaucoup il a participé à des réunions. d'estime et d'amitié pour lui, on s'entendait très bien parce qu'on était complémentaires. Il était accoucheur aussi? Ah oui, on était chef de clinique ensemble. C'est lui qui est devenu chef de service à Saint-Vincent-de-Paul. On était chef de clinique ensemble. Après Jacques Chavigné. Bon, mais d'opposition proprement dite et violente, je me rappelle uniquement de celle de Minkowski. Oui, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire, si vous vous souvenez? Oh, je me rappelle plus de tout, vous savez. Il vociférait surtout dans la presse en disant que c'était dangereux, qu'on n'allait pas voir si l'enfant se cyanosait
Si on pousse le cialytique, oui, il parlait d'accouchement dans le noir. Oui, oui. Si vous faites l'accouchement dans le noir, vous n'allez pas voir si l'enfant est cyanosé. Si vous le mettez sur le ventre de sa mère, il va se refroidir. Tout était à l'avenant. Le sourire du bébé, par exemple, il le tournait en dérision, considérant que les enfants dont l'avenir était plutôt sombre, ils pouvaient sourire aussi. Ah bah c'est toi, tu t'en souviens mieux que moi. Enfin, oui, c'était... Oui, ça a été dit à Daniel Rapoport aussi. Oui, oui. Ah oui, elle était accueillie avec beaucoup de, comment dit-on, d'ironie. Oui, oui. Tu ne nous as pas parlé du sourire du bébé. Peux-tu nous en dire quelques mots? Je ne peux rien en dire, non. Ce n'est pas quelque chose que tu as constaté toi-même. Non, ce que j'ai constaté, c'est ils pouvaient être très très détendus à la fin du bain. Qu'il y a un sourire peut-être, mais c'est de la détente qui flotte. Mais bon, mais c'est pas ce qui... Vraiment, ce qui se passe entre les parents et le bébé m'importe beaucoup plus que tout ça. Qui sourit ou pas, bon... Les parents auraient pu te le dire. Ça a été dit, ça, que les parents... Le témoignage de beaucoup de parents mettait en avant le fait que, oui, il sourit. Voilà. Non, c'est pas, non, tu n'as pas retenu ce Il y a témoignage. quelque chose qui m'a... Je saute du coq à l'âne, mais... il y a des choses qui sont secrets entre eux. C'est-à-dire que souvent les femmes à la maternité sont allongées, avec les cuisses un peu écartées, et le drap qui fait une poche, et elles mettent le bébé là. Et elles le regardent, etc. Et il se passe des choses dont on ne sait rien du tout. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est que ça correspondait peut-être à ce qu'Albert Grenier appelait la motricité libérée, quand il tenait le bébé par la nuque, tu vois, et qui fixait la nuque. Oui, c'est l'oxy, oui. Ah, Grenier aussi. Hein. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Donc là, entre les jambes de sa mère, il était fixé, maintenu, et qu'elle devait voir des choses, et que ça correspond aussi à ce que Velleman, dans Aptonomie, quand il prend le bébé par la base et qu'il lui tient la nuque par prolongement, et que le bébé se détend beaucoup, bon, dans tous ces cas-là, on a une détente, un sourire, enfin un sourire pas... une détente, disons. Et que c'est des choses qui sont éventuellement entre la mère et l'enfant, dans leur intimité. Voilà, bon. Ça apporte rien ce que je te dis là, mais enfin bon. Voilà. Ce qui est principal pour toi, c'est la qualité de la relation entre le bébé et ses parents. Quoi. Oui, c'est pas la qualité, c'est ne pas s'introduire en mettant des obstacles en séparant. Autrement dit, l'intimité. Oui, ne pas nuire dans les interactions spontanées. Et dépister éventuellement des problèmes, des soucis, des difficultés. Ça, c'était le rôle des péricultrices. Quand une mère va pas bien, quand elle tient pas bien son enfant, pour l'aider à ce moment-là. Plusieurs manières de l'aider. Psychologues peuvent avoir beaucoup d'intérêt. Il y a aussi des manières beaucoup plus enveloppantes, comme ce que propose Dolto dans, je crois que c'est Naître et ensuite, où elle parle de cette surveillante qui avait pris une mère dans ses bras, une mère qui avait des difficultés à allaiter et lui avait donné un biberon en la contenant d'une certaine manière. Chose qui m'intéressait du côté de l'aptonomie, parce que je pense qu'on pouvait éventuellement rendre service en contenant les mères en difficulté, parce qu'il y a une espèce de comment dit-on, catapultage, de contraction, comme si une femme qui accouche rencontrait quelque chose de sa propre arrivée au monde. À tel point, je ne sais pas si tu as remarqué, quelquefois on ne sait pas si c'est la mère ou l'enfant qui crie. Bon. Et puis, bon, on sait bien, les psychologues savent bien qu'il y a
régression importante de la mère après l'accouchement qui rend cette période... on peut travailler très vite, les choses peuvent aller très vite en psychothérapie dans cette époque-là. Il y a quelque chose dans la coïncidence des générations. Préserver l'intimité et ne pas nuire, quoi. Hein. Voilà. Et voilà. Moi, je crois que c'est ne pas nuire. Et on nuit, je crois qu'on a, en séparant les gens, on a nuit beaucoup. Bon. Est-ce que vous étiez au courant des recherches de Geneviève Appel, Myriam David sur les pouponnières? De loin. De loin? De loin. Est-ce que ça a contribué à vous sensibiliser au problème de la séparation? Non, c'est plutôt les travaux des éthologues. Ah oui, alors justement, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce que vous avez lu chez les éthologues? Oh, ben... D'abord, lesquels vous avez lus, vous vous souvenez? Attendez, là, faudrait que je retrouve un petit peu ça. Dans Naître et c'est- ensuite, vous parlez de l'expérience sur la guenon en fil de Oui, de fer. Harlow. C'est Non, c'est pas dans Naître ensuite, c'est ou c'est peut-être dans D'amour et de lait, alors oui. la première fois que j'en ai entendu parler, c'est aux Graines, par un dénommé Lenindre, vétérinaire, qui parlait des ongulés, des séparations chez les ongulés, chèvres, vaches. Bon, je ne vais pas détailler ça. Hein. Puis ensuite, j'ai creusé la littérature, Harlow, les travaux sur les oiseaux. Lorenz? Laurence, et puis des gens comme Jean-Marie Vidal de Rennes, avec qui j'avais fait un article dans, je ne sais plus lequel. Et puis, connaissance donc, des travaux d'éthologie humaine. De châteaux, etc., qui montrent vraiment qu'il ne faut pas séparer les gens plus que c'est nécessaire, hein, plus que c'est Le indispensable. Spitz, enfin, l'hospitalisme, tout ça, vous avez... Non, Non. j'ai pas eu l'occasion. Non. Non, vous n'en aviez pas entendu parler. Si, j'ai entendu parler, mais j'ai pas... Parce qu'il y avait aussi la séparation mère-enfant dans les hôpitaux d'enfants, enfin, qui était aussi... On sait qu'elle était maintenant très, très dangereuse pour Non, puis, les enfants. c'est un ensemble de choses, les travaux des éthologues, ce que disait Françoise Dolto, Mhm. nos experts, bon, on avait l'impression que c'était finalement, la manière dont on faisait, c'était évident, quoi. Vraiment, c'est l'impression que j'avais, quoi. C'était évident. Oui, c'était tout un contexte où tout allait dans le même sens, en fait. Le finalement. contexte était modifié, mais les choses étaient évidentes. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire précisément comment vous avez rencontré Bernard Thies, Daniel Rapoport, Michel Audin, Frédéric Leboyer? Enfin, je ne sais pas si c'est possible. Vous savez, j'ai une très mauvaise mémoire. Oui. Le graine, disons, pour Ben oui, je me souviens plus. Ben, tu as dit que tu avais fait appel donc à Bernard Oui, Thies mais et à... on se connaissait déjà. Oui, Voilà, et vous ne vous voilà. souvenez pas, la première fois que vous êtes rencontrés, comment vous êtes rencontrés? C'est cette demande que tu as faite pour qu'ils interviennent à Saint-Vincent-de-Paul, qui était Oui, Baudeloc à plus tard. l'époque. Plus tard. C'est après la création du Oui, oui, non, oui. c'est Bernard Thies qui a créé le graine, c'est son idée à lui. Hein. Donc il a dû venir vous chercher ou vous ne savez pas très bien Lui, comment? je me souviens plus, franchement, je me souviens plus. Oui. Je Et me Daniel souviens plus. Rapoport, vous vous On souvenez? s'est connus à peu près tous au même moment. Oui. Daniel Rapoport, Bernard Thies, Catherine Dolto. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça naît à un endroit précis. Alors, il faut dire que, évidemment, Baudeloc et Port-Royal ont une telle importance dans l'histoire de l'obstétrique française qu'on comprend bien que les transformations, ce soit un peu de ce côté-là que ça se passe. Est-ce que c'est cette raison, des raisons culturelles et historiques générales, le rôle de Port-Royal hein, dans l'histoire de l'obstétrique française, ou est-ce que c'est d'autres raisons? Parce que finalement, les personnalités qui sont là à cette époque, que tu as citées, donc
Varango, François Lepage, ces personnalités ne sont pas spécialement intéressées par ce courant. Ah, mais il ne s'est rien passé de leur temps. Là, la création, c'est autour de... Ah, de graines. Oui, Ouais, du mais graine. il n'avait rien à voir avec ça. Oui, Ça mais se c'est là passait- que ça se passe. Non, ça se passait à Saint-Cloud. Oui, ça se passe à Les 5. premières séances ont lieu à Saint-Cloud. Il n'y a jamais eu de séance à Beaune Elles ont ou toujours Saint-Vincent. lieu... Ah, d'accord. Ah oui. Pour moi, c'est le... Non. D'accord, C'était à c'est Saint-Cloud. Et donc chez le Saint-Cloud... docteur Chez Bertrand, voilà. hein, Oui. oui. Et alors, qui était un peu marginal lui aussi. Oui, Ah oui. mais lui, c'était la sophrologie. Il avait Oui, enfin, encore c'est une un Il stratégie. accoucheur. s'occupait de aussi. PPO, Oui, oui. bien sûr. C'est un Il bien sûr. s'occupait de PPO, il s'occupait de choses comme ça, et il nous conviait chez lui, on allait à Saint-Cloud. Maintenant, comment est-ce qu'on s'est tous connus, je ne me souviens plus. Ça me reviendra peut-être, mais, Oui, bon, bah, si vous vous mais souvenez. je ne me souviens plus. Est-ce que c'était Bernard le Premier? Comment est-ce que je l'ai connu? Je ne sais plus. Oui, Je devrais, mais je ne sais plus. oui, bon, mais c'est pas grave. Et alors, Le Boyer, quand est-ce que vous l'avez rencontré? Vous dites que vous l'avez fait venir à Auxerre. Ouais, alors je l'ai vu pour une première fois quand il présentait son livre sur les massages, Chantala, Oui, c'est une conférence alors. une conférence, je ne sais plus où c'était, où il y avait aussi Boris Dolto qui intervenait parce que c'était les massages, c'était il y avait Françoise Dolto aussi, mais elle était silencieuse. Mhm. Et je m'en souviens bien parce qu'ensuite Boris Dolto n'a plus été bien et que j'ai un souvenir de lui très présent, Oui, très très bien. Ouais. Donc voilà, c'est là, je crois que Mais j'ai vous vu la connaissiez première. déjà Françoise Dolto à ce moment-là? Oh, je ne sais plus. Non, je crois pas bien. Pas bien. Non. Oui. Non. Donc vous allez à cette conférence. Bon, et ensuite, donc vous aviez lu son livre. Oui, mais je ne sais plus quand je l'ai lu. Oh, vous avez dû le lire en 74 parce que Ah, on en a 74, tellement 75. parlé. Oui. Mais vous savez, je ne me souviens plus. Tout ça, c'est quand même. Oui, mais je pense que bon, ça a dû avoir tellement de succès que c'est improbable que vous n'en ayez pas entendu parler. Ça, c'est ta perception, Marie-France. Non, mais on en a parlé dans le Figaro, enfin on Oui, en a oui, parlé bien dans sûr, bien l'Express. sûr. Oui, non, ça je Bon, sais bien, mais ça a largement débordé le monde médical. Ah oui, largement. ah oui. Et- c'était plutôt extra-médical, c'est ça que je veux Oui, dire. oui, oui. C'est que Oui, mais c'est enfin, un phénomène culturel et social pour lequel l'attention des accoucheurs, enfin du monde médical autour de la périnatalité, n'est pas aussi important, me semble-t-il, que Ah ben, tu le il penses. pensait comme Tournaire que ça n'avait pas beaucoup d'importance. Bien sûr. Que l'essentiel, Bien c'est sûr. qu'il a un bon Apgar. Bien Oui, sûr. c'est ça. Or, Michel Tourner va devenir président du Collège des gynéco-obstétriciens français, après avoir été secrétaire et y compris fondateur. C'est pour dire qu'il y a un véritable décalage. Je pense que Michel Tourner n'a pas lu Pour une naissance sans violence. Oui, enfin, de toute façon, c'est vite lu. Hein. Oui, non, Mais vous je savez, il comprends y a bien, mais- d'autres choses. À Auxerre, moi j'avais une perception critique, par exemple, du monitorage systématique. À Auxerre, le monitorage n'était pas obligatoire. Mais je couvrais les sages-femmes, et ça devait être mis dans des situations à haut risque, hypotrophie, dépassement de terme par exemple, ou si la sage-femme subodorait quelque chose et avait envie de le mettre. Mais ce n'était pas obligatoire. Alors que quand j'ai quitté Saint-Vincent-de-Paul, c'était devenu obligatoire. Oui, mais De- ça, de- c'était de- déjà Michel Tourner, oui. De même, la perfusion systématique des femmes pour garder une veine, si vous voulez, quand elles entraient en travail, on leur mettait une perfusion pour, si plus tard elles se mettaient à saigner, qu'on ait une veine. Bon. Oui, oui, c'est Mais l'attitude du coup, qui a ça été les- adoptée par tous. Du coup, oui. ça les bloque au lit. Alors qu'à Auxerre, elle se baladait dans le couloir pendant le travail, souvent, elle marchait, etc. Ça les bloque au lit, et éventuellement, ça donne des anomalies du rythme cardiaque fœtal si elles sont sur le dos. Donc, bon, voilà. Je ne me rappelle plus d'où on est parti, mais... Mais quand tu arrives à Auxerre, il n'y a sans doute pas... c'est-à-dire, l'obstétrique, c'est un espèce de tout quand même. Oui. Bon, et il y avait une obstétrique universitaire, souvent pseudo-scientiste, ou scientiste plutôt,
Et moi, j'ai estimé qu'au bout d'un certain temps, qu'on avait perdu la bataille. C'est-à-dire que c'est eux qui avaient gagné en nous imposant des manières de faire abusives. Mais pour venir au monitoring, lorsque tu arrives à Auxerre, vraisemblablement, le monitoring n'est pas systématisé à ce moment-là À encore. Saint-Vincent-de-Paul, si. Oui, bien sûr, mais je parle à Auxerres. Quand tu arrives à Auxerre, il n'est pas systématisé. Ah non. Ben voilà. Il n'y a même pas suffisamment d'appareils pour Oui, enregistrer en permanence toutes les femmes qui On a accouchent. très vite eu, mais, Oui, mais ça. mais c'est une question d'attitude. À ce moment-là, ça devient un choix. Parce que je te dis, si tu mets une perfusion, tu bloques la femme. Bien sûr. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, absolument. Sans aller peut-être jusqu'à ce que faisait Michel Audin. Oui, alors, donc pas de perfusion, pas de monitoring. Et alors, vous faites venir le Boyer. Donc, dans quelles conditions? Je crois que c'est lui qui a voulu venir. Je me souviens à l'époque, on avait un livre d'or à la maison où mon fils m'avait mis Le Boyer veut venir. Il avait téléphoné écriture. chez vous? Je ne sais pas. Moi, je ne me rappelle plus. Donc vous étiez connu comme quelqu'un qui faisait des choses nouvelles. On se connaissait de nom, quoi, hein, forcément. Oui. Bon. Et puis par Daniel, sans doute Daniel Rapoport, qui le connaissait bien. Donc il avait dit, il était venu à Auxerre. Oui, comme le Boyer rencontre Bernardis nous a dit comment. Le Boyer, à ce moment-là, cherche des gens qui sont intéressés par ses propositions. Ouais. Et donc, il le sait, à travers sans doute déjà quand même quelques publications, de Bernardis, qui est Bernardis et l'intérêt qu'il porte à ces questions. Étienne, dans le cadre du Graine, non, mais justement, est amené à être connu. C'est avant naître et ensuite, vous savez pas? Ah non, c'est après. C'est après naître et ensuite. Oui, puis tu arrives à Auxerre. En 79. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc donc vous êtes déjà connu comme quelqu'un de favorable aux nouveautés, disons. Oui, quelqu'un qui a fait son chemin, quoi. Oui, voilà. Et donc comment ça se passe, la visite de Le Boyer? Le Boyer, à l'époque, c'est un conférencier, enfin, c'est plus un accoucheur. Oui, il est à la Société des gens de lettres, hein, il est plus du tout... Ouais. Ah oui, à partir du moment où ce livre est paru, il a cessé de pratiquer les accouchements. À vrai dire, pour le choix d'Auxerre, une parole de Le Boyer m'avait influencé. C'est qu'il racontait l'histoire qu'il avait connue d'une femme pendant qu'elle accouchait, la dilatation était bloquée, que tous les moyens, qu'il avait été la voir comme amie à la maternité où elle accouchait, et que tous les moyens qu'utilisaient les obstétriciens pour essayer de débloquer la situation ne marchaient pas et qu'il s'apprêtait à les césariser. Et là, il lui a dit « Attends une seconde », il l'a emmené dehors, il lui a fait enlever ses chaussures et ils ont marché sur l'herbe, tous les deux. Et la dilatation s'est terminée et elle a accouché dans la foulée. Bon. Et ça a compté pour moi parce qu'à Auxerre, c'était au rez-de-chaussée et il y avait de l'herbe tout près. Extraordinaire. Ça a compté, hein. C'est une belle histoire. Parce que j'aurais pas pris n'importe quelle maternité. Oui, je voulais que ce soit près de la terre. Bon, après, j'ai trouvé des maternités en altitude, mais bon. Donc ça, c'est une chose. Mais ça fait partie de l'histoire, si vous voulez. Alors, quand Le Boyer est venu à Auxerre, je lui avais réservé une place dans un hôtel. La première chose qu'il a fait, c'est d'en changer. Bon, oui, c'est un personnage, hein, il faut dire. Moi, je m'en fous. Et ensuite, j'avais été le chercher. On a visité la cathédrale d'Auxerre. Enfin, il y en a 4. Saint-Étienne à Auxerre. Et là, il m'a fait part de sa sensibilité aux forces telluriques qui était prégnante dans ce lieu. Moi, je ne sentais pas grand-chose. À l'époque? J'ai eu le coup après, où on m'a dit il y a des choses qui se passent là-bas. Mais bon, il a peut-être une sensibilité que je n'ai pas, sûrement même. Voilà, bon. Puis ensuite, on attendait un accouchement parce que...
Ah, il venait pour ça. Ah bah oui, il venait Il pas venait pour... pour... Ah, il venait pas pour moi, non. Il venait Oui, pour non, moi. je comprends Il bien, venait mais pour pas moi. dans le cadre d'une conférence théorique, Non, non, mais non, d'une non, non, il pratique. venait nous montrer des choses. Voilà. Et alors là, bon, il y a eu un accouchement par chance parce qu'il voulait pas rester longtemps. Hein. Et là, simplement, ça s'est passé en petit comité. C'était pas une conférence, il y avait la sage-femme, lui et moi. Hein. Ah oui, vous étiez que... Ah oui, non, que c'était pas un truc d'enseignement. Hein. Non, il n'y avait pas toutes les sages-femmes Non, de non, la non. maternité. Je me rappelle plus comment on avait présenté ça, je me rappelle plus. Et simplement, il m'a montré comment il donnait un bain et comment on déplaçait le bébé en fonction de sa propre inspiration, expiration, des choses comme ça. Mais ça, tu en avais déjà la pratique à cette époque. Oui, mais enfin, c'était quand même. Il t'apportait quelque Bah chose. oui, c'est lui l'initiateur. L'initiateur, donc pour toi, il... oui, tu appréciais. Je ne pouvais avoir qu'à apprendre de lui. Oui. Oui, tu as eu le sentiment Non, mais c'était sympathique. de t'enrichir, Oui, oui. indépendamment du Oui. caractère sympathique de son déplacement. Oui, mais j'étais content de parler avec lui, quoi. Oui, il y a ça, bien sûr, c'est évident. Voilà, c'est vraiment tout ce que je peux en dire, vous savez. Oui, Oui, et vous mais l'avez c'est jamais important, revu ça. après? Ah si, vous dites qu'il est venu faire une conférence, à à Romans il y a 2-3 mois. Ah oui, Mais je ne l'avais pas revu depuis. et vous l'avez revu? Alors vous êtes allé lui parler? Oui, mais il ne se souvenait pas. Ah, ce n'est pas toi qui l'avais fait venir, là, à Ah non, Romans. non. Non, c'était des gens qui organisaient une conférence. J'ai appris que le Boyer venait à Romans, j'y étais. Puis j'ai été lui dire bonjour après en me situant et il ne se souvenait pas. Bon. Son passage à Auxerre ne l'avait pas marqué, Non. pas du tout. Et la conférence, il parlait de quoi? Ah ben c'était sur la naissance sans violence. Oui. Il y avait un autre obstétricien, et puis lui, c'était là-dessus, mais il a surtout répondu à des questions du public, il a réagi. Oui. Qui l'avait fait venir? C'est une association Oui, locale. une association locale. C'est tout à fait intéressant, ça. Mais il était toujours sur son livre, en fait, de 74. Oui. Parce qu'il me semble qu'il fait des conférences aussi, il fait des formations de sage-femme, en fait. Ah, je peux rien vous en Il fait dire. des séminaires. C'est comme ça que Franck Cuvelier l'a filmé, en fait, pendant une semaine. Mais c'était en Angleterre. Non, c'était en Forêt-Noire. D'accord. Oui. Oui. Donc, et moi, j'avais l'impression quand même qu'il avait un peu changé de... D'orientation. Oui. Il y avait du monde à Romans? Oh, oui, ça vaut pas le coup de s'étendre, je crois. Enfin, vraiment. Laissons tomber. Alors, bon, pour ce qui est de l'aventure donc du Graine, il y a quand même, ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, vous insistez sur la pluridisciplinarité, ou la multidisciplinarité, vous m'avez dit tout à l'heure, et aussi sur la présence d'usagers, de parents. Dans les tables rondes, les parents sont là. Ils interviennent parfois, pas toujours, mais ils interviennent aussi. Enfin, on leur donne la parole. Multidisciplinaire, je parlais plus des cahiers, du comité de rédaction des Oui, cahiers. mais presque dans chaque cahier, Ah oui, il y a table une table ronde. ronde à la fin dans laquelle il y a des sans-grades, je dirais, des Oui. parents, enfin des usagers. Oui. Oui. Alors ça me paraît aussi quelque chose de typiquement années 70. Oui, Cette idée de donner la parole à des gens qui ne l'avaient pas jusqu'alors. Ça fait aussi partie de cette révolution qu'est la naissance sans violence, ce nouveau regard sur les liens parents-enfants à la naissance. Enfin, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est fait, l'idée de ne pas rester seulement entre spécialistes, mais d'inviter aussi des parents. C'est toi qui as l'initiative. Oui, vous êtes très actif dans de naître les ensuite, cahiers. du lait, oui. Ça me semble, je ne peux pas vous dire parce que ça me semblait évident. Moi, je dirais que pour l'allaitement, on n'a pas tenu compte du tout de ce que disaient, ce que sentaient les femmes. Oui. Les équipes soignantes ne tenaient pas compte, avaient leurs idées et les imposaient.
Donc, ni des savoirs antérieurs. Et que ça me semblait normal d'avoir des témoignages de femmes. Oui. Tu es simplement dans ce les rapport. témoignages Oui. de femmes, c'était extraordinaire. Quand D'amour et de lait était paru, on a reçu une lettre que j'ai publiée dans le suivant. Oui, j'ai vu, oui. Une lettre d'une femme française qui habitait aux Antilles, je ne sais où, qui avait accouché, qui avait commencé un allaitement aux Antilles, et qui marchait très bien. Et dès qu'elle est arrivée en France, ça a commencé à cafouiller. C'est-à-dire qu'à l'aéroport, elle a donné le sein en arrivant, en se posant. Elle a trouvé que les gens la regardaient d'une drôle de manière. Bon. Et puis ensuite, il y a des gens de sa famille à qui elle avait été rendre visite à l'occasion de ce séjour qui disaient « Oh, il a 2 mois, tu l'allaites encore », etc. Et elle s'est retrouvée, à la fin de son séjour d'1 mois, avec l'allaitement coupé, en n'allaitant plus. Elle s'est demandé « Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Bon, moi, il me semble que c'est des témoignages intéressants. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Oui, non, ce que tu dis est tout à fait réel. Ça met le point sur qu'est-ce qui se passe dans notre société autour de l'allaitement. Ça fait réfléchir. Oui, de même que ce qui est arrivé à votre sœur, puisque Oui, vous dites oui. que c'est votre sœur, là, sur ce texte où la surveillante rugit quand elle voit qu'elle a pris la petite fille pour Voilà. la nourrir la nuit. Mais dans le premier, pourquoi c'était... Ouais, Les 2 tables rondes, celle de juin et celle Ouais. de septembre. peut-être parce qu'on avait l'habitude de groupes de préparation à l'accouchement où les parents parlaient. Oui. Donc, ça nous semblait normal de... Vous les avez invités en quelque sorte. Ils n'ont pas fait de forcing pour être présents. Non. je veux dire, Je sais plus comment j'essaye de voir si est-ce qu'il y a eu des groupes structurés d'usagers dans ces années-là. Ah non. Bon, peut-être au Lila, on en trouvera, je ne sais Oui. pas. Je pense Je sais peut-être pas. à Pithiviers aussi. Enfin, bon, il y a des choses, ça dépend beaucoup des endroits. Mais vous n'en avez jamais rencontré Non. dans votre pratique. C'est toi qui les invites. Ce sont Je ne me rappelle plus d'ailleurs, ça s'est fait comme ça. C'est des femmes qui viennent d'accoucher ou qui vont Je accoucher. sais plus Oui. comment... je sais plus. Oui. Donc, c'était pas vraiment des groupes de parole, ce que vous aviez à Saint-Vincent-de-Paul ou à Auxerre. C'était la préparation à l'accouchement. C'est la préparation à l'accouchement, oui. Ça. Oui, l'interdisciplinarité, donc vous Ah m'en oui. parliez un petit peu tout à l'heure avant le déjeuner. D'ailleurs, quelquefois, vous avez des expressions dans les cahiers en disant que ce n'est pas toujours facile d'être avec des psychologues, en fait, surtout, vous avez trouvé ou des psychanalystes, que vous n'étiez pas dans un rapport toujours évident entre vous. Oh Alors que ça avait été quand même la marque de fabrique des oui, cahiers. oui, mais on y tenait beaucoup. On était très copains au comité de rédaction des cahiers. Hein. Ça se Même- passait même bien, à les l'autre aussi. comités enfin, Ah ouais, mais c'était très copains, mais c'était quand même très, très, très véhément. Hein. Ça discutait sec. Hein. Oui. Ah ben, ça apparaît dans certains, Ouais, mais cahiers. au comité, Oui. Donc là, Ça d'entre s'engueulait, Michel quoi. Tournaire et Bernard Tisse. ah oui, mais ça c'est dans Oui, c'est table hors ronde. comité de rédaction. Oui. Oui. Bon, voilà. Et le point de vue que Je dont peux tu pas parlais- vous en dire tellement Oui. plus. Non, le point de vue qui est celui de, en définitive, les psychologues viennent nous apprendre Ouais. notre métier alors qu'ils n'ont aucune expérience Non, pratique. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les psychologues, psychanalystes, surtout de notre groupe, dans l'ensemble, avaient l'air d'estimer que nous, les accoucheurs, avions beaucoup à apprendre d'eux, qu'ils avaient beaucoup de choses à nous apporter, mais en fait, souvent, leur position était assez théorique, assez dans l'imaginaire, et ils auraient eu aussi à apprendre de nous. Et il y avait une certaine... pour voir aussi certaines réalités, hein, mais c'était plus à sens unique, on peut dire. Mais il faut dire aussi que la psychologie n'était pas très présente dans les maternités à cette époque-là. Et donc c'était normal qu'ils cherchent à aller dans ce sens-là.
Ça commence tout juste, hein, les premiers mi-temps de psychologue dans les maternités. Oui, ça je pourrais pas vous dire. S'il y en a maintenant. Oui, mais ça commence quand? À Oui, l'époque, ma femme a eu des vacations. Elle passait en maternité, mais parce qu'elle faisait les entretiens pré-IVG aussi. Monique Bidlowski, par exemple, elle Clamart. commence à intervenir chez Papy. Oh, ça doit être à peu près dans les mêmes années. Oui. Alors, mais attends, je voudrais juste ajouter quelque chose quand même. C'est que vous avez dit c'est pas passé dans les mœurs ou c'est pas encore tout à fait passé dans les mœurs. D'avoir des psychologues dans les maternités, oui. Mais à mon avis, il y a quelque chose d'un peu différent. C'est assez banal ce que je vais dire, mais c'est qu'on a raccourci beaucoup la durée de séjour en maternité ces temps-ci, ces années-ci. Ce qui fait qu'on passe sûrement à côté de difficultés d'allaitement et de difficultés relationnelles qui ne se manifestent souvent qu'à 4 ou 5 jours. Oui, au moment de la dépression, tu veux dire Oui, du postpartum. Oui, ou ça va pas. Oui, pas mais tout ce de n'est suite. pas encore le cas. Dans les années 70, ce n'est pas le cas. Non. C'est encore 8 jours. Hein, c'est encore 6, 7 jours. Oui, 6, c'est 7 ça. jours. Oui. Donc, le travail dont je parlais tout à l'heure, s'il y a une difficulté, essayer d'aider la patiente par une consultation psychologique, maintenant, c'est difficile. Elles sont parties. Oui. Oui, mais ça, c'est récent, les 3 jours. À mon avis, oui, mais ils ont été faits sans accompagnement. Oui. Sans que. Je ne sais pas ce qui se passe exactement à Paris, mais sans qu'une sage-femme ayant l'habitude passe à la maison. Les suites de couches à domicile, ça peut être très bien, oui. à condition qu'il y ait une femme de ménage, et puis qu'il y ait une sage-femme ou une puéricultrice passe pratiquement tous les jours. Hein. Oui. Et une femme de ménage, parce que au début, c'est fatigant. Oui. Mais là, tel que c'est, enfin voilà. Non, mais ça, c'est l'évolution très récente. Enfin, pour nous, c'est plus vraiment... non. La période, bien non, sûr. la période, c'est vraiment 7-8 jours. Donc... Mais là, il n'y a pas de psychologue pour observer les troubles de la relation, précisément. Parce que nous, on se débrouillait pour en avoir une, quand même. Ah oui, quand même. Vous voyez des choses, bien que vous ne soyez pas psychologue. Ah bah oui, avec l'habitude. Oui. Puis les auxiliaires, justement, étaient en position d'observation. Oui. Ils nous signalaient, Madame Intel, etc. Oui. Oui, c'est elle qui vous alerte. Ou bien on peut remarquer soi-même. Oui. Et c'est souvent le personnel féminin qui nous dit faudrait voir Madame Intel, elle ne me plaît pas, elle a du mal, elle est triste, ou je ne sais pas quoi. Ou elle s'en occupe mal. Mais comme tu le dis, on voit apparaître quand même des psychologues, des vacations de psycho dans les maternités au début des années 80. Fin des années 70, début 80, oui. Monique Bidlowski a été beaucoup de ce côté-là. Claude Revaud-Dallon a joué un rôle aussi. Oui, elle est très présente dans les cahiers, hein, Claude Revaud-Dallon. Hein. Oui. Elle joue un rôle parce qu'elle a suivi de près l'accouchement sans douleur au Bleuet. Vous avez fait un gros travail d'édition. Hein, c'est vous qui avez décrypté les bandes. Ah oui, beaucoup. C'est vous qui l'avez fait. Oui. En plus de votre travail à l'hôpital. Oui, D'abord Edley, toute la transcription de Dolto pendant les vacances. C'est un énorme travail. Oui, c'est du boulot. Oui. Avec un petit magnétophone merdique, vous savez, à cassette là. Oui. Ma femme râlait. Parce que pendant les vacances. Oui. Au lieu de faire des châteaux de sable. Oui. Il y a du boulot, parce que vous n'aviez pas pu vous payer une secrétaire qui fasse ce travail. Oui. Donc tout ça, c'était du Puis ensuite, il faut faire corriger. Il faut taper, il faut faire corriger. Par l'auteur, oui. Par l'auteur, etc. Non, vous savez ce que c'est. Hein, mais il n'y avait même pas d'ordinateur à ce moment-là. Hein. Donc c'était encore plus compliqué. Il y avait des machines oui, mais on n'avait pas. Qui étaient déjà un peu, comment on appelait ça, les machines à traitement de texte.
Oui, il y a eu On des n'en avait machines, pas mais ça. un traitement de texte, si tu veux. Tu Non, n'effaçais je plus pense avec qu'au le début, correcteur. vous avez dû faire ça avec... J'ai encore les manuscrits de... Oui, oui, les non, non, tapuscrits mais de j'entends Naître et bien ce que tu ensuite, dis. avec oui, les oui, tout à corrections de fait. Dolto que j'ai gardées, parce que ça... Oui, c'est du Dolto. Oui. C'est de la machine à écrire, hein, Oui, 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 la oui, vieille, ça. la vieille. à vapeur. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Au charbon, oui. Et donc, tous les cahiers, là, il y a 8 cahiers, hein, je crois, vous avez... Il y a 7, il y a, eu- Oui, il y a 8 numéros et 7 livres. Oui, il y a le 1, 2. Il n'y Voilà. a pas un autre numéro double, non? Non, Non, c'est seulement le 1. 8 numéros et 7 mais je me suis occupé des premiers, hein, pas... Ah, vous n'êtes pas occupé Oh, les autres, de... on allait au comité de rédaction, mais non, Vous n'êtes pas occupé... le boulot pratique d'écriture, de correction, tout ça, c'était pour Naître et ensuite d'Amour et de lait et L'Aube des Sens. Donc Oui. il y en a 3. Parce que après, Les quand autres même, ont participé ça s'est vendu quand même. comme équipe. Autrement dit, tu peux te payer une secrétaire quand même, Marie-France. quand Ah même. bah, je ne sais pas, il À faut partir nous du le moment dire. où Ça, ça- c'est bien vendu? Ah bon, oui, à partir du moment où il y avait un fond de roulement. Vous quoi. voulez savoir? Oui? Vous n'avez pas de relation avec le fisc? Non, non, non. Ok. Bah, Naître et ensuite, c'était à peu près 35 000. Ah oui, donc 38 000. il y a de quoi se payer une secrétaire. Et pour L'Aube le des second, Sens, quand même. 40 000. Oui, mais c'est venu en longtemps, hein. Oui, il y a eu plusieurs rééditions. Hein. Et d'Amour et de lait? Je ne me rappelle plus dans les... Est-ce que c'est 25? Est-ce que c'est 30 000? 25? Ah oui, non, ça permet d'assurer. que- Donc, ça veut dire que vous avez touché de l'argent? Oui, Oui? partagé entre les éditeurs, Oui? et oui, et l'association des cahiers du nouveau-né. Oui. Mhm. Et le rôle de Laurence Pernoud là-dedans? Elle était éditrice au sens français. Oui. Donc elle était souvent présente Ah non, au comité? Non, elle n'était jamais là? non, mais elle s'occupait. D'abord, elle supportait la publication. Oui, c'est elle qui a nous ouvert, encourageait, elle oui. nous accueillait, elle avait beaucoup d'enthousiasme. Et c'était une femme remarquable, Oui, hein. oui, moi je l'ai rencontrée aussi plusieurs fois. Vraiment oui, une grande amie. Et oui, oui. voilà, mais elle n'intervenait absolument pas dans Dans sur le contenu, texte, dans oui. le contenu. Non, à nous dire ce serait mieux plus court et tout. Non, rien du tout. Elle acceptait tout. Oui, oui. Ah oui, oui. Elle ne disait pas son mot. Oui. Et ce qui est bien, c'est que dans ces volumes-là, qui ont eu beaucoup de succès, elle remettait à jour régulièrement. Ah ben, ça continue. C'est avec- plus elle, mais ça continue. oui, avec chaque des année. scientifiques. Chaque année. Hein. Oui, 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 oui. Donc, elle ne s'est pas endormie sur. Ah non, non, sur non, ses non, avec lauriers, notre oui. copine Agnès Grison, qui est à Valence, qui a pris le relais maintenant et qui travaille avec des scientifiques, oui, Oui, ou des accoucheurs. oui, Chaque année. oui, 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 oui. Et donc, vous savez son appréciation de Le Boyer, enfin, comment est-ce qu'elle a vécu Non. la naissance sans violence? Non, elle était favorable à ce qu'on disait dans les bouquins. Mhm. Oui, à un moment, elle intervient Mais le dans une détail, table ronde. Oui, Oh, ça lui plaisait. C'est un courant qui lui plaisait, quoi. C'est tout ce que je peux pas être plus précis. mhm. D'accord. Bon, mais je crois que moi, j'ai à peu près épuisé la liste des questions que Oui, je quand même, là, on a voulais vous presque poser. abusé. Oui. Non, on a abusé d'eux, oui. Ah bah si.